Bonsoir à tous, merci d'être là. Et oui, l'entretien, votre émission qui se penche sur les sujets brûlants de l'actualité notamment, reprend de plus belle. Et le tout premier numéro de cette nouvelle saison reçoit pour vous Tokpanou Koudjo. Il est médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Et précisément, c'est en qualité de rapporteur de la commission de prise en charge médicale, psychologique, contrôle de l'infection et inhumation digne et sécurisé lorsqu'on parle de l'épidémie du Lassa. C'est en cette qualité qu'il est avec nous. Nous allons avec lui échanger sur toutes les dispositions prises pour une réelle prise en charge des malades de Lassa. Et selon le Conseil des ministres de ce mercredi 24 janvier 2018, on note déjà au total 8 cas de Lassa, dont 4 décès. Le Conseil des ministres a également annoncé des mesures urgentes pour gérer de manière efficace l'épidémie. Est-ce que ces chiffres évoqués par le Conseil des ministres de ce mercredi, est-ce que les chiffres ont évolué? On aura toutes les informations avec notre invité, comme je le disais tantôt, Tokpanou Koudjo. Monsieur Koudjo, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame la journaliste. Vous portez très bien. Très bien. Et je sais que si vous êtes avec nous, c'est que vous n'avez pas le Lassa. Moi non plus. Et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Je n'ai pas le Lassa. N'est-ce pas? Vous ne l'aurez d'ailleurs pas. Inch'Allah. Alors, lorsqu'on parle du Lassa, et oui, est-ce que c'est d'abord la fièvre hémorragique à virus Lassa ou c'est la fièvre hémorragique à virus de Lassa? Il y a tellement de mots en fait, on aimerait comprendre. Merci bien, merci de m'inviter sur votre plateau pour échanger avec vous et profiter avec les téléspectateurs donc, sur l'épidémie actuelle de la fièvre hémorragique virale Lassa. Que vous mettiez de Lassa ou Lassa, nous évoquons tous la même chose. Et dans ce sens, il faut dire que Lassa, c'est une ville du Nigeria et où la découverte a été faite pour la première fois donc, de cette maladie. Donc, raison pour laquelle on a attribué le nom du village à cette fièvre-là. Exactement. Comme donc, Ebola. Comme Ebola, qui est également le nom d'un village en RDC. Donc, que ce soit Lassa ou bien que les gens puissent ajouter le 2, nous disons tous la même chose. La même chose. Mais face à la ressurgence du mal au Bénin, la situation épidémiologique actuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire, voilà. Merci bien. Il est vrai que depuis mercredi, où le Conseil des ministres a siégé jusqu'à maintenant, 25 janvier 2018, la situation a évolué un peu. Ben, il y a juste quelques heures qui nous séparent du mercredi et de ce jour. Et il y a encore déjà de nouveaux cas enregistrés. Il y a eu de nouveaux cas parce que tous les jours, nous faisons le point de la situation sur le terrain avec l'équipe ou bien les équipes départementales et l'équipe nationale qui se trouve dans la Takora et dans le Bogou. Donc, au point d'aujourd'hui, ce matin, avant que je ne vienne sur votre plateau, c'est que nous avons déjà 11 cas. Donc, si je reviens aux chiffres évoqués par le Conseil des ministres à travers la présentation du ministre Diogbenou, il y avait 8 cas, ils avaient annoncé au total 8 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 11 cas, donc environ 3 nouveaux cas. 3 nouveaux cas de plus. Et parmi ces 11 cas, il y a eu donc 3 qui sont confirmés Lassa, ce qui a fait qu'on a déclaré l'épidémie. Et il y a eu 5 décès à la date du 25 janvier 2018 au petit matin, avant que moi je ne vienne sur votre plateau. Ben bon, je ne trahis aucun secret si je vous annonce qu'on a appris qu'il y a un autre cas, je crois bien à Kilibo. Est-ce que c'est confirmé? Bon, c'est une information qui n'est pas encore confirmée. Donc, nous attendons la réunion de demain avec le rapport qu'on aura sur du terrain pour voir si ce que vous dites est juste ou pas. Voilà. D'accord. Maintenant, lorsqu'on prend la zone à risque, surtout, quelles sont les zones qui sont infectées aujourd'hui? Bon, pour parler de zones infectées, c'est un peu trop dit. Parlons plutôt des zones qui sont impliquées. Ou bien qui sont concernées par cette épidémie qui est en cours. Nous allons citer les communes de Tchaourou, où la plupart des patients venant du Nigeria transitent par cette commune pour rentrer au Bénin, étant dans le nord du Bénin. Ensuite, nous avons la commune de Boukoumbe, la commune de Natitengou,
Tangueta et la commune de Parakou, la ville de Parakou. Mais il faut dire que ces communes sont pour la plupart également des communes de transit où les malades passent. Si nous prenons le premier cas qui serait venu du Nigeria, il a transité par Kaoru, aller chez un guérisseur traditionnel avant qu'on ne l'envoie à Tangueta. Voilà, donc c'est des zones de transit. Mais beaucoup plus précisément, là où les patients sont gardés et hospitalisés, nous avons donc la ville de Nati Tengou et la ville de Parakou. De Parakou. Mis à part les rumeurs qui circulent de nouveaux cas à Kilibo, il n'y a pas encore eu de cas dans le centre ni dans le sud du Bénin. Nous attendons, non, dans le centre et le sud du Bénin, il n'y a pas encore eu de cas. Souvent, le sud et le centre ne sont pas trop concernés par cette épidémie parce que je disais tantôt que Lassa, c'est une ville du Nigeria. Et beaucoup plus, c'est la zone nord. Il y a eu un fort transit vers cette ville. C'est ce qui explique un peu. Sinon, le sud et le centre ne sont pas encore concernés. Mais est-ce qu'on va dire qu'on vit déjà l'épidémie ou on est déjà dans une endémie? Non, il faut faire attention. Voilà. Les mots ont le sens. Voilà. Quand vous parlez d'épidémie, c'est qu'il y a eu accroissement anormal du nombre de cas de maladie quelconque dans un espace de temps et enfin dans un espace géographique et dans un temps donné. Actuellement, ce que nous vivons. Ce que nous vivons actuellement. Par contre, quand vous parlez d'endémie, c'est que de façon permanente, sur un territoire géographique donné, il y a les cas de maladies qui sont recensés. Donc on peut dire que le Nigeria a toujours été en endémie de fièvre hémorragique virale, Lassa, tandis que le Bénin est en train de faire une épidémie. Donc le Nigeria vit au quotidien, je dirais, l'épidémie. Exactement. Depuis près de 6 mois ou 7 mois, le Nigeria a toujours notifié des cas de Lassa en son sein. Donc, ils sont eux autres en endémie. En endémie. Et nous sommes en épidémie. Il y a une différence. Il y a une différence. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire une petite comparaison, je dirais, de la situation passée à celle que nous vivons actuellement, lorsqu'on prend les chiffres? Par rapport aux chiffres, il faut dire que cette épidémie, elle va vite, parce que nous sommes déjà à 11 cas depuis le samedi que le ministre a fait la déclaration. Oui. Donc, elle va très, très vite. Donc, mais c'est quand même sous surveillance. Voilà. Mais est-ce qu'on va vivre tel que c'était passé l'année passée? Est-ce qu'on aura assez de cas comme cette année? Quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises? Il faut dire que nous avons tiré beaucoup d'expériences des autres épidémies, notamment dans la formation des agents de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'épidémie dernière, les agents de santé ont payé un lourd tribut à cette maladie, où on a perdu des collègues médecins, on a perdu des collègues infirmières et infirmiers. Aujourd'hui, cette année, ce n'est pas encore le cas. Et ce ne sera vraiment pas le cas, parce que les agents de santé, durant tout ce temps, ont reçu de bonnes formations pour savoir prendre en charge donc, les fièvres hémorragiques virales, que ce soit Ebola ou Lassa. Donc ce n'est pas évident qu'on puisse vivre l'événement qu'on avait eu l'autre fois. Jusqu'à présent, on n'a pas encore enregistré de décès de cas parmi les agents de santé. Parmi les agents de santé. Et si j'en viens à votre titre, vous êtes le rapporteur de la commission qui s'occupe de la prise en charge médicale, de la psychologie, du contrôle de l'infection et de l'inhumation digne et sécurisée. Psychologie, oui, vous savez, qu'est-ce que vous faites là? Si on déclare ici, enfin, dans votre maison ici, au ETB, qu'il y a quelqu'un qui a le Lassa. Non, ne prenons pas un tel exemple, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Non, restons dans un cadre géographique. Prenons un espace INS. Voilà. On déclare que quelqu'un a Lassa ou bien Ebola dans cet espace. Vous allez voir que tout le monde va fuir cet espace. Les amis, les parents, toute la famille, tous ceux qui sont proches de vous vont entrer dans une certaine psychose. Tout à fait. Et cet entretien, c'est pour que la population ne vive pas cette psychose que nous sommes en train de faire l'entretien. Et donc, quand quelqu'un a le Lassa, c'est un choc pour aussi bien le malade lui-même que pour son entourage. Donc, c'est capital qu'on puisse l'assister psychologiquement, lui remonter le moral, lui dire que nous avons des mesures médicales pour pouvoir le prendre en charge. En tout cas, il faut lui assurer tout pour qu'il soit à l'aise. C'est vrai, je suis malade, il se dit je suis malade, mais j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui m'assistent. On dit souvent que l'accueil guérit le patient dans plus de 50% des cas. Donc, quand le patient est rassuré qu'on va le prendre en charge, je crois qu'il est beaucoup plus à l'aise. Et sa famille aussi reçoit des informations régulières de comment sa maladie évolue. Les gens sont beaucoup plus rassurés et la prise en charge se fait correctement. Donc, si je comprends bien, vous travaillez avec les psychologues? Forcément. Dans le rang des agents de santé qui sont formés, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y
des infirmiers urgentistes, des infirmiers qui sont formés à la prise en charge, des agents d'hygiène qui sont formés à l'animation digne et sécurisée, qui sont formés à la désinfection des espaces. Donc, tout est au complet dans l'équipe de prise en charge. Et bon, parlant du contrôle de l'infection et de l'animation digne et sécurisée, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Par rapport au contrôle de l'infection, il faut comprendre ceci. Nous intervenons d'abord, avant l'épidémie, c'est la prévention, donc la formation des gens, la mise en place des salles d'isolement, des centres de traitement. Maintenant, quand l'infection survient, tel que nous sommes maintenant au Bénin, notre rôle est de tout faire pour que l'infection ne se propage pas au-delà de son espace géographique où cela a été et que faites-vous? Est-ce que là, la Commission ne connaît pas des échecs si au jour le jour on en risque de nouveaux cas et ce n'est pas dans la même région? C'est même parce que la Commission et les agents de santé sont efficaces que nous détectons les cas. Parce qu'il faut avoir le flair, il faut avoir la formation nécessaire et la compétence pour dire que ça, c'est un cas suspect de l'ASA pour pouvoir l'envoyer au centre de santé. Et nous avons également des relais communautaires qui sont sur le terrain. Donc, eux autres, ils sont dans la communauté, ils vivent avec les parents, ils sont dans la communauté de façon réelle. Et donc, c'est eux qui dépistent également les cas et qui envoient vers le centre de santé. Donc, c'est parce qu'on est efficace que maintenant, on recense plus de cas que les autres épidémies. Où ça passe, les gens meurent en communauté sans qu'on ne soit informé. Et les gens meurent en communauté des suites du Lassa. Parlant de l'inhumation, alors, proprement dit, comment ça se fait? Oui, parce qu'il paraît que ce n'est pas de la même manière qu'on enterre les morts ordinaires. Exactement. Parlant de l'inhumation digne et sécurisée, il y a digne dedans. Il y a sécurisé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le sujet est décédé d'une pathologie telle que l'ASA qu'on va le jeter dans sa tombe sans respecter la dignité humaine que la personne possédait avant de décéder. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Il faut dire que la famille est impliquée, mais à distance. La famille ne s'occupe plus de l'inhumation de son parent qui est décédé. Ce sont les agents d'hygiène formés à cette inhumation qui prennent en charge le corps. La famille pourrait toutefois énoncer les rituels qu'ils veulent qu'on fasse. Voilà, j'en venais. La famille peut énoncer des rituels. Les agents de santé sont également formés pour respecter les rituels de chaque famille. Allons doucement. Nous ne venons pas de la même famille, n'est-ce pas? Nous ne venons pas de la même famille et chaque famille a ses rituels. Mais dans le cas des épidémies Ebola ou Lassa, c'est formellement interdit que les familles s'occupent de l'inhumation de leurs parents. Parce que le risque, c'est que même mort, le sujet continue à contaminer des gens. C'est ce qui explique parfois que des gens dans leur famille sont tous, enfin, ils meurent tous. Parce qu'un est mort, on va faire le lavage, on va le préparer, lui faire sa toilette mortuaire, funéraire, et en ce moment-là, les gens se contaminent. Donc, c'est interdiction formelle que les parents eux-mêmes s'occupent de leur parent qui est décédé. Toutefois, ils peuvent dire, si c'est du sodabi qu'ils mettent au chevet de leur mort, ils peuvent remettre le sodabi, tout ça là, tous ces rituels, ils peuvent l'énoncer aux agents de santé qui vont s'occuper de Donc, ils assistent les agents de santé. Ils assistent à distance. Voilà, à distance. Ils assistent à distance. Il faut dire que les agents de santé, pour s'occuper d'abord des malades, sont dans une combinaison que nous appelons épi. Oui. Et ils sont recouverts de la tête jusqu'aux pieds. Donc, ils ne doivent avoir aucun contact direct avec le malade. Ils sont totalement enrôlés dans cette combinaison. Et donc, les parents n'étant pas dans cette combinaison que nous appelons épi, sont autorisés à rester à distance. Mais pourquoi ne pas mettre à disposition des parents ces combinaisons, ces épis? Exactement. Pour combien de familles nous allons le faire? Nous préférons nous-mêmes nous occuper de l'inhumation. Pour que, à combien de personnes dans une famille il faut donner également l'épi? Voilà. Mais si les agents de santé qui sont formés, parce que pour nous, c'est le contrôle de l'infection. Comment faire pour que l'infection ne se propage pas? Voilà. Aussi bien également dans les centres de santé. Quand un patient est hébergé dans une salle d'isolement, la salle d'isolement est également désinfectée par du chlore. Ouais, et l'agent de santé qui s'en occupe est également totalement habillé en épi. Donc tout est fait pour que le virus ne touche personne. Ne touche personne. Voilà. Mais parlant de l'inhumation même. Parlant de l'inhumation, il faut dire le patient qui est décédé de l'ASA, on le désinfecte aussi par une solution de chlore. On le met dans un sac mortuaire et on le met également dans un deuxième sac mortuaire. Donc, il est emballé dans 2 sacs mortuaires. Ce sac mortuaire est également désinfecté à l'eau chlorée avant qu'on ne le mette dans l'ambulance
ou dans le véhicule pour l'amener donc et au cimetière où on doit l'inhumer. Toujours pour éviter la propagation. Toujours pour éviter la propagation. Et cette ambulance qui a transporté ce corps, malgré que les 2 sacs mortuaires aient été aspergés de solution chlorée, cette ambulance également est désinfectée totalement, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Parce qu'on dit souvent que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc tout est fait pour contenir l'infection et pour que cela ne se propage pas au niveau des agents de santé, qui constituent un vecteur, parce que l'agent de santé s'occupe également d'autres personnes, ce n'est pas seulement les patients souffrant de Lassa. Donc s'il ne fait pas attention, il va contaminer, il sera lui-même vecteur vers les autres malades. Voilà. Mais vous avez pris toutes ces dispositions parlant de l'inhumation digne et sécurisée du décédé, mais est-ce qu'ils sont enterrés de façon isolée? Bon, façon isolée, c'est ce qui se fait, n'est-ce pas? Non, lorsque on prend les cimetières, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là qui se pose. Il y a des reportages qui ont été réalisés sur ça, des cimetières qui sont entourés de maisons et tout, où il y a des puits. Et lorsqu'on parle de la nappe phréatique et tout ça, on se demande bien si un décédé du Lassa enterré dans un cimetière, après on consomme l'eau qui est à côté de ce cimetière-là, il n'y a pas ces problèmes-là. On se demande même si ça ne fait pas partie de la résurgence du mal au Bénin. Non, ce problème que vous évoquez n'est pas lié aux fièvres hémorragiques virales Lassa. Oui, c'est un problème général. Commun au cimetière et au morgue du Bénin. Voilà. Et je crois que les structures compétentes doivent prendre des mesures pour éviter la contamination de nos nappes phréatiques. Dans le cas du Lassa, il n'y a pas des fosses à construire ailleurs, non, de façon isolée. L'enterrement se fait au cimetière. L'enterrement se fait au cimetière indiqué, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On ne va pas prendre un patient qui est décédé de Lassa et aller l'enterrer près d'une nappe phréatique, non. Maintenant, pour revenir à votre question que vous avez posée par rapport à la récidivité des cas, ça s'explique de façon géographique et de façon temporelle. Vous voyez, les Béninois, nos compatriotes qui vivent au Nigeria, j'avais dit tantôt que le Nigeria est en endémie de Lassa. Les épidémies que nous connaissons au Bénin se rencontrent souvent dans la période allant de novembre, décembre, janvier, février. Et vous constatez que c'est une période de fête où les gens reviennent dans leur pays pour fêter. Et c'est comme ça que, venant du Nigeria, nos compatriotes, soit ils tombent malades là-bas, ils se disent qu'ils vont revenir dans leur pays pour se faire prendre en charge, ou ils reviennent pour les fêtes. Et il faut dire que quand vous contactez le virus Lassa ou bien le virus des fièvres hémorragiques aujourd'hui, ça fait 21 jours au moins comme ça pour rester dans votre organisme avant de commencer par faire donner des signes. Donc tout ce temps, ils viennent dans leur pays d'origine et la maladie se déclenche ici. Donc c'est lié à cette période de fête et au flux migratoire que nous connaissons avec le Nigeria. Maintenant, quand ils viennent au Bénin, pour le Béninois, il n'y a jamais une maladie naturelle. C'est toujours un parent, un cousin jaloux, une tante sorcière qui envoie la maladie. Oui, tout à fait. Donc leur premier point de chute, c'est de tomber chez les guérisseurs traditionnels. Le guérisseur traditionnel, pensant également que c'est une maladie envoyée, un envoûtement, commence par mettre ses feuilles, ses incantations à toucher le malade. Et lui-même, il se contamine, il devient également un cas. Et ça se propage au sein de sa famille et auprès des autres malades qui, en temps, il avait eu à héberger. Donc c'est un peu le mécanisme. Et c'est après que le guérisseur ait échoué que les gens sont obligés maintenant de se rendre dans un centre de santé. Vous voyez que ça fait déjà tard. Ça fait plusieurs jours, ce qui explique souvent les taux de mortalité élevés dans les fièvres hémorragiques environnantes. Mais parlons des dispositions, très rapidement, des dispositions urgentes dont a parlé le ministre Djokbeno et ce mercredi, ces dispositions prises pour gérer de façon efficace l'épidémie. Comment ça va être vraiment géré pour que ça soit réellement efficace? La première gestion, c'est d'informer le gouvernement. Ce que le ministre de la Santé a eu à faire, à présenter la situation. Et la réaction normale d'un gouvernement, c'est de mettre les moyens à disposition. Les moyens sont mis déjà à votre disposition. Et d'instruire les ministres sectoriels pour que le travail se fasse. Excusez-moi. Donc, les moyens sont déjà mis à notre disposition, de telle sorte que même on n'a pas attendu la présentation, la communication du Conseil des ministres avant de déployer les différentes équipes sur le terrain. Et il faut dire, quelles sont ces équipes dont nous disposons? Nous avons ce que nous appelons équipes d'intervention rapide. C'est des équipes qui sont dans chaque département et quand il y a un incident,
une épidémie ou bien un incident touchant la santé publique, cette équipe se déploie sur le terrain, fait les investigations, rencontre et prend déjà des mesures locales pour endiguer le mal. Donc, cette équipe est sur le terrain. L'équipe nationale également de la surveillance épidémiologique, qui est logée au niveau du ministère de la Santé, également est déployée sur le terrain dans les deux zones géographiques, Atakoa et Bogou, que nous avons citées tantôt, toujours pour accompagner les équipes déjà sur place, pour faire des investigations sur ce que nous appelons les cas contacts. Tous ceux qui ont été en contact avec les malades, on doit les suivre. À côté de ça, tous les matins, nous-mêmes qui sommes au niveau des différentes commissions, plutôt il y a 5 grandes commissions au niveau national qui travaillent. Donc tous les matins, nous sommes avec l'OMS où nous faisons le point de la situation, comment le truc évolue sur le terrain. Et donc en matière de matériel et de logistique, il faut dire les matériels de protection individuelle sont déjà mis à disposition de tous les agents de santé qui sont engagés, impliqués dans cette prise en charge. Et les patients se font suivre de façon correcte et pour ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Vu le temps qui reste pour échanger sur la question, j'aimerais qu'on parle très rapidement, qu'on sensibilise les populations sur la fièvre hémorragique à virus de Lassa, comment on le contracte et ce virus-là, quels sont les symptômes et quelles dispositions prendre. Très rapidement, vous nous dites tout ça. Comment on contracte la fièvre hémorragique virale, c'est par deux voies. Soit de l'animal vecteur, qui est ce que nous appelons les rats à mamelles multiples. Soyez plus terre à terre pour nos parents qui nous suivent, qui ne maîtrisent pas à mamelles. J'ai parlé de rats, disons donc les rongeurs. Voilà les rongeurs de brousse et autres, exactement, donc qui peuvent transmettre le mal à l'homme. Et dans ce contexte, quelles sont les mesures de prévention qu'il faut avoir? C'est de recouvrir les aliments, de ne pas les laisser ouverts et de dératiser également les maisons. Les chats suffisent peut-être pour faire ce travail. Ça fait première chose. Deuxième chose, c'est la transmission interhumaine de l'homme à l'homme, notamment des familles ou bien du malade vers sa famille ou bien de l'agent de santé et autres. Donc, dans ce contexte, nous demandons aux gens de se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon. Il y a également les gels hydroalcooliques que les gens peuvent utiliser rapidement. Et également d'éviter dans les zones géographiques qui sont concernées de se serrer la main. D'accord? Et ensuite, à la moindre alerte, quand il y a un signe chez un patient, une fièvre inexpliquée, ou quelqu'un est décédé d'une fièvre inexpliquée, il faut que la famille signale ça aux autorités sanitaires du coin et qu'on puisse amener les patients à l'hôpital. Mais il faut dire une chose, pour que la population soit rassurée, il existe un médicament pour la prise en charge des fièvres. Voilà, le temps malheureusement ne suffit pas, sinon je savais qu'on allait en passer. Disponible, la ribavirine, je crois. La ribavirine est disponible au niveau national et dans les départements. Donc on peut guérir du Lassa. On peut bien guérir du Lassa à condition de s'orienter très tôt vers le centre de santé et de se faire prendre en charge de façon précoce. Donc, quels sont les symptômes très rapidement pour déjà prendre les dispositions de l'hôpital? Il faut dire que les symptômes ne sont pas spécifiques à Lassa. C'est des symptômes qu'on peut rencontrer dans les maladies comme le paludisme. Donc, nous avons la fièvre, nous avons des douleurs articulaires, nous avons la douleur musculaire, nous avons les vomissements. Et il faut ajouter à ça, on peut avoir des saignements qui viennent d'un peu partout. Les yeux peuvent saigner, les narines peuvent saigner, la bouche peut saigner. Bon, les orifices naturels également peuvent saigner. Donc, quand il y a ces signes, il faut forcément se rendre au centre directement de santé. Au centre de santé. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Tokpanou Koudjo. Voilà, vous êtes rapporteur de la commission de prise en charge médicale, psychologique, le contrôle de l'infection et l'inhumation digne et sécurisée des malades du Lassa. Avec vous, on a pu avoir un certain nombre d'informations sur toutes les dispositions prises au sein du ministère. On va essayer de voir dans quelle mesure vous recevoir toujours pour parler au fur et à mesure que l'épidémie évolue, pour parler de la situation dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce soir consacré à la fièvre hémorragique à virus de Lassa. Retenez déjà que si vous n'avez pas de chats chez vous, il faut en acheter déjà pour pouvoir lutter contre les rats, les rongeurs. Mais si vous êtes allergique, je dirais, aux chats, alors prenez les dispositions pour plus d'assainissement, plus d'hygiène chez vous. Et les gels hydroalcooliques
également, il faut en avoir. Parce que pour certains, c'est parce que le fabricant du gel alcoolique, hydroalcoolique, ne vend plus qu'on nous parle encore du Lassa. Ce n'est pas du tout le cas. Le Bénin est réellement en crise et il faut prendre des dispositions. Il faut une mobilisation générale. Merci pour l'attention. On se dit à très bientôt.